Bienvenue aux élèves des classes de 4e 1 et de 4e 2 du collège Charlotte Delbault de Tronget. Bienvenue pour cette deuxième séance consacrée à la séquence 6 d'histoire qui s'intitule, je vous le rappelle, Finir la Révolution, le Consulat et le Premier Empire, 1799-1815. Et donc, nous avons une petite quinzaine d'années d'histoire de France à dresser ensemble en quelques dates clés. En effet, aujourd'hui, au cours de cette séance qui sera plutôt courte, nous allons aborder quelques temps forts du Consulat et du Premier Empire et nous allons donc découvrir ensemble la frise chronologique de la séquence. Grand B, les temps forts du Consulat et du Premier Empire, 1799-1815. Et la problématique est donc sans surprise, quels sont les épisodes clés et les personnages marquants du Consulat et du Premier Empire. Voici la frise chronologique que nous allons donc compléter et colorier ensemble, qui part donc de l'année 1799, soit 10 ans après les débuts de la Révolution française. Et oui, il s'en est déjà passé plein de choses en 10 ans, et qui va donc jusqu'à l'année 1815. Et comme le titre de la séquence le laissait entendre, dans cette frise chronologique, il y a deux grands temps forts. Il y a ce que l'on va appeler le consulat, et nous découvrirons ensemble ce que signifie ce terme de consulat, qui s'étend donc de décembre 1799 jusqu'à mai 1804. Et puis la deuxième phase, qui est la plus longue, puisqu'elle va de mai 1804 jusqu'à juin 1815, et que l'on va donc appeler le Premier Empire. Et le fil rouge de notre séquence et le lien entre les deux périodes, ça sera le personnage de Napoléon Bonaparte, qui va animer et le Consulat et le Premier Empire. Et je vous invite à mettre ces belles couleurs patriotiques, le bleu et le rouge, les couleurs de la ville de Paris aussi, ou de choisir, si vous n'aimez pas le bleu et le rouge, une autre couleur, mais mettez-moi de la couleur sur cette frise et mettez-moi en pause le temps de bien faire ce travail. Alors le premier repère, c'était le dernier en fait de la planche précédente, de la planche et de la séance 1, la jeunesse aventureuse de Bonaparte, témoin et acteur de la Révolution française. Nous sommes le 9 novembre 1799 et Bonaparte prend, avec difficulté, de justesse, mais Bonaparte prend le pouvoir en France par le coup d'État de Brumaire. Et c'est donc le début du consulat, comme vous pouvez le constater. Le deuxième repère, les années 1800 à 1804, c'est-à-dire en fait la totalité du consulat. C'est une période très brève, mais particulièrement riche de la République française, parce qu'on est encore dans la première République française, celle-là même qui est née en 1792. Et au cours de ces années très riches, très fécondes, le consul Bonaparte va littéralement se démultiplier. Et il va être au four et au moulin, comme on dit, et il va créer un grand nombre d'institutions, il va moderniser le pays, et il va lui donner finalement un cadre qui n'est pas très éloigné de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, puisqu'il va créer les préfets, qui existent encore, il va créer une monnaie nationale qu'on va appeler le franc germinal, dont l'euro est finalement le successeur. Ça fait pas si longtemps que la France a abandonné le franc. Les lycées, oui, Bonaparte a créé les lycées. Si vous pouvez espérer aller au lycée dans quelques années, c'est grâce à lui. Il va créer la Banque de France, la Légion d'honneur, etc. Donc il va créer beaucoup de choses que nous allons découvrir au fur et à mesure des leçons de la séquence. Et parmi le florilège des mesures, des réformes, des décisions engagées par le consul Bonaparte, il y en a une que je voudrais mettre un peu en exergue, en avant,
un peu à part, c'est l'année 1801 au cours de laquelle Bonaparte signe le Concordat avec le pape Pie VII, personnage sur lequel on aura l'occasion de revenir d'ailleurs un peu plus tard. Et un concordat, si vous vous demandez ce que c'est, bon, ben, sans vouloir tout dévoiler d'un coup, comprenez que c'est une sorte de traité de paix religieux entre la France révolutionnaire et l'Église catholique. C'est pour ça que c'est une date importante à retenir. Le quatrième repère est encore une fois associé à cette courte mais féconde, fertile période du consulat, puisqu'il s'agit de la naissance du Code civil, le 21 mars 1804, le Code civil des Français, également appelé Code Napoléon, puisque Napoléon en est le principal forgeron, le principal rédacteur. C'est lui qui en inspire les différents articles. Ce code civil que nous avons d'ailleurs déjà croisé lors de la séquence 1 de MC, puisque quand nous avons étudié la justice en France, nous avons vu que la justice s'appuie sur le code pénal, mais aussi sur le code civil, et que le code civil d'aujourd'hui est l'héritier relativement direct du fameux Code Napoléon, du Code civil de 1804, avec un certain nombre de différences malgré tout, parce que la société a changé, la loi aussi. Mais pour la première fois dans l'histoire de France, véritablement, une même loi s'imposait partout sur le territoire national. Et cette uniformité de la loi, on le doit au consul Bonaparte. Cinquième repère, alors là on est à un moment charnière, on est dans ce que le programme d'histoire appelle de manière savante une rupture chronologique, parce qu'on bascule du consulat et donc de la Première République, issue de la Révolution, on bascule, disais-je, dans ce que l'on va appeler l'Empire, qu'on appelle aujourd'hui le Premier Empire pour le distinguer du deuxième qui apparaîtra presque un demi-siècle après. Mais là, très clairement, il y a une bascule parce que c'est le moment où, pour faire simple, Bonaparte va devenir Napoléon Ier. Et oui, c'est le même personnage, mais sous deux noms différents. Et avec Napoléon Ier, la Révolution est finie. Et si vous n'avez pas aimé les séquences sur la Révolution, parce que vous avez trouvé ça ennuyeux, alors là c'est que vous êtes difficile ou compliqué, là je peux davantage vous comprendre, eh bien soyez contents, parce que à partir donc du 18 mai 1804, Bonaparte proclame le Premier Empire sous le nom de Napoléon Ier, et la Révolution est terminée. On verra pourquoi et comment. Et enfin, le sixième et dernier élément chronologique clé à connaître pour bien maîtriser la séquence d'histoire, une date extrêmement célèbre, une date porte-bonheur pour la famille Napoléon, celle du 2 décembre 1804, puisque ce jour-là, Napoléon va procéder à son sacre impérial à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on reviendra en détail sur ce moment clé, notamment en histoire des arts, puisque nous étudierons le célèbre tableau de ce célèbre événement lié à ce célèbre personnage que fut Napoléon Ier. Alors, on en a fini avec les dates clés. Hein, j'aurais pu vous en proposer beaucoup d'autres, mais si vous maîtrisez déjà ces six-là, avec le découpage, consulat, Premier Empire, ça sera déjà très bien. Il nous reste maintenant à prendre connaissance rapidement avec quelques acteurs majeurs du consulat puis du Premier Empire, personnages que nous croiserons à un moment ou à un autre au cours de la séquence.
Alors le premier, vous l'aurez compris, on a déjà commencé à faire sa connaissance quand il ne s'appelait encore, si j'ose dire, que Bonaparte, Napoléon Bonaparte, qui deviendra empereur des Français, hein, donc ce général devenu consul, puis empereur des Français de 1804 à 1815, et c'est un homme qui va donc mettre fin à la Révolution française. Un autre personnage, alors lui, c'est déjà une vieille connaissance pour nous, puisque nous l'avons déjà croisé auparavant. C'est la troisième séquence de rang au cours de laquelle on le croise. C'est un artiste, et pas n'importe quel artiste, puisqu'il s'agit de Jacques-Louis David, qui, après avoir mis son art au service de la Révolution, de Robespierre, hein, rappelez-vous, hein, Jacques-Louis David, c'est celui qui a immortalisé l'assassinat de Jean-Paul Marat dans sa baignoire. Eh bien, Jacques-Louis David, après avoir mis, disais-je, son talent au service de la Révolution et de la République, va mettre son talent au service de Napoléon Bonaparte, du Consulat et du Premier Empire, puisque c'est lui qui va non seulement peindre, mais aussi organiser la cérémonie du sacre du 2 décembre 1804. Nous le croiserons donc en Histoire des Arts très bientôt. Ça devient une habitude avec Jacques-Louis David. Autre personnage, alors il vous regarde d'une manière assez peu sympathique, c'est normal, il a le physique de l'emploi, puisque Joseph Fouché est un homme dangereux. Il était déjà dangereux au cours de la Révolution française, puisqu'il va faire parler de lui à l'époque de la Terreur. Je reviendrai sur cet épisode un peu plus tard. Mais à l'époque de Napoléon Bonaparte, cet ancien député montagnard régicide, c'est-à-dire tueur de rois, il a, comme Robespierre, voté la mort de Louis XVI. Mais contrairement à Robespierre, lui, il a réussi à sauver sa tête. Eh bien, Joseph Fouché va devenir le redoutable et le redouté ministre de la police de Napoléon Ier. Dernier personnage qui a l'air un peu de se demander ce qu'il est venu faire là, et vous comprendrez qu'effectivement la question se pose un peu pour lui. Son nom de baptême, c'est le cas de le dire, est Barnaba Chiaramonti. C'est un Italien, mais vous le connaîtrez sous son nom de pape, puisqu'il est le pape des catholiques, il est le pape des chrétiens catholiques, il est le pape Pie VII, et à ce titre, il est celui qui a signé le concordat de 1801 avec Bonaparte, hein, celui qui a mis fin à la guerre de religion, si j'ose dire, entre la Révolution, la République française et l'Église catholique d'une part, et il est aussi celui qui aurait dû, peut-être, hypothétiquement, sacrer Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1804. Mais je n'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler l'histoire des arts. Voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous invite donc à apprendre les dates que nous venons de découvrir ensemble. Elles devraient pouvoir vous servir dans les prochaines séances. À bientôt!